bonsoir, bienvenue. Nous Bonsoir. sommes le 26 septembre 2021, il est 22h43. Je suis David et j'ai le plaisir de recevoir ce soir maître Nassima Ferchiche et maître Philippe Fortaba-Labattu, deux avocats. Philippe s'est déjà présenté dernièrement sur la vidéo qui tourne maintenant sur Internet. Il est docteur en droit, il a 30 ans d'expérience, mais nous allons laisser aujourd'hui en premier se présenter les femmes d'abord. Maître Nassima Ferchiche, qui est avocat au barreau de Marseille depuis 2014. Nassima, bonsoir. Bonsoir, David. Donc, comme vous l'avez dit, je suis avocate aussi, alors barreau de Marseille, docteur en droit également. Je suis soldat du droit également, comme maître Portal abattu, résistante contre ces mesures liberticides qu'on nous impose. Bien, merci. Tu as une spécialité ou des Oui, spécialités? oui, c'est vrai que je suis publiciste de formation, donc je m'occupe beaucoup des contentieux, conseils et contentieux qui concernent donc les problématiques qui impliquent les particuliers et la personne publique, l'administration, notamment donc les citoyens et face au gouvernement, aux autorités publiques qui nous imposent des restrictions. D'accord. Et tu es également maman, donc ce qui se passe en ce moment te touche particulièrement. Vaccination presque Ah oui. obligatoire bientôt sur nos enfants si on en croit les dernières rumeurs et peut-être, j'espère, fake news qui tournent. Oui, Mais masque à oui. l'école. En tout cas, restriction. Oui, masque à l'école, je ne suis pas encore touchée parce que ma fille la plus grande a 4 ans et demi, mais je déplore de voir tous les jours les petits en école primaire porter ce masque à partir de l'âge de 6 ans. J'espère qu'on en aura fini dans 1 an et demi quand je serai confrontée personnellement. Mais confrontée quand même de par la crèche du deuxième qui a 1 an et qui se voit imposer déjà de ne plus fréquenter l'école au moindre symptôme normal de bébé. Hein. À moins d'avoir une poupée, on ne peut pas emmener. Les bébés sont tout le temps quelque chose qui ne va pas, un petit nez qui coule, un mal de ventre. Et là, on nous a adressé une correspondance qui reprendrait des mesures, des décisions de l'ARS, un protocole de l'ARS, disant que les enfants qui présentent le moindre signe, pas de manière cumulative, mais le moindre signe, même isolé, ne doivent plus aller à la crèche. Les parents doivent garder, les emmener dans le médecin, et ne peuvent fréquenter la crèche qu'une fois munis de ce sésame, finalement, d'un certificat médical qui dit qu'il n'y a rien à signaler, que tout va bien, et que l'enfant est apte à la vie en collectivité. Donc, autant dire qu'on a presque envie, avec certains parents, d'amener en geste de protestation et d'indignation des poupées le matin et de venir les récupérer le soir. Je pense qu'il n'y a que les poupées qui n'ont rien de travers, alors qu'un bébé est tout le temps embêté par quelque chose. Tout à fait. Et alors donc, tu travailles avec Philippe Fortaba-Labattu sur le dossier Covid et travaille avec Philippe sur la stratégie qui va consister en deux étapes. Donc une première partie qui consiste à aller épuiser les voies de recours de droit français, donc tous les tribunaux possibles, donc ce sera au Conseil d'État par le biais de référé liberté, un référé suspension et un recours en annulation. Et la deuxième étape sera donc d'aller, et c'est une première et ça n'a jamais été fait, d'aller et à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Cour de justice de l'Union européenne et à la Cour de justice internationale de l'ONU. Mais ce soir, si tu es là, c'est parce qu'avec Philippe, vous avez découvert quelque chose, une bombe juridique dont voilà, tu vas nous en parler. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as découvert? Explique-nous. Si je puis me permettre juste au début, on a fait le travail ensemble, mais quand même, maître Nassima Ferchiche est docteur en droit. Moi aussi, mais sa spécialité, c'est le droit public, le droit administratif. C'est elle qui a mené de main de maître cette requête, qui mène les autres aussi. Je voudrais rendre hommage à sa volonté, son courage, sa ténacité, la science des choses. Donc c'est vraiment elle qui tient ce référé, qui, pour la petite histoire, n'a toujours pas fait l'objet d'une ordonnance de tri, pour nous expliquer. Et donc, elle a découvert encore d'autres choses. Elle va vous en parler. C'est vraiment un plaisir de travailler avec Philippe Fortaba-Labattu. Il est tenace, coriace même, je dirais, militant, engagé, impliqué. Travailler avec des personnes comme ça, c'est vraiment moteur. Déjà, on en est, on a déposé la requête l'autre jour. Ouais. Et théoriquement, c'est dans les 48 heures. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On n'a pas d'ordonnance de tri, c'est très bon signe. Donc, on a déposé un référé liberté et il est en cours d'instruction. Il y aurait eu quelque chose qui aurait rendu facile le rejet de ce recours, ça aurait déjà été fait. Donc, ça veut dire que l'argumentation est solide et que la procédure est en cours et très probablement, comme nous l'espérons, il y aura une audience au Conseil d'État et l'argumentation pourra être développée oralement
ce qui est très important dans ce type de procédure. Il n'y a pas eu donc d'ordonnance de rejet pour l'instant. Les choses sont C'est ça, dimanche soir. Déjà distribué à un conseiller en particulier qui va donc faire le rapport lors de l'audience. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer s'il y a un rapporteur, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'ordonnance de tri? Alors, il n'y a pas eu d'ordonnance de tri, c'est vrai qu'il y a d'autres dispositions pièges un peu dans le code de justice administrative qui pourraient nous priver d'audience, malheureusement, comme l'article L522-3 qui permet de considérer qu'il n'y a pas d'urgence ou qu'il y a un problème de compétence ou une cause d'irrecevabilité et qui permet malheureusement de déroger à l'audience, à l'organisation d'une audience. Donc, bon, pour l'instant, on est un peu suspendu aux lèvres du Conseil d'État. On attend patiemment, mais c'est très bon. Toujours est-il qu'à ce jour, nous avons déposé cette requête le 23 septembre. Théoriquement, c'est sous 48 heures que la décision est rendue. Le Conseil d'État nous a dit effectivement que ce n'était pas encore fait. On va peut-être essayer de simplifier pour les auditeurs, oui, pour les personnes qui regardent. Donc, rappelez ce que c'est que le référé liberté. Donc, le référé liberté, c'est une des 2 procédures d'urgence possibles devant la juridiction administrative. Donc, on a le référé liberté et le référé suspension. Le référé liberté permet d'obtenir la suspension d'un texte administratif, d'un décret en l'occurrence, si l'urgence le justifie, et donc une urgence particulièrement importante, exigeante, une urgence à ce que le juge statue dans les 48 heures. Et deuxièmement, autre condition, si ce texte porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale telle qu'elle a déjà été reconnue par le Conseil d'État. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que le décret en instaurant cette obligation vaccinale pour professionnels médicaux et paramédicaux porte une atteinte particulièrement grave et manifestement illégale à la liberté de ces personnes, de ces professionnels, notamment la liberté de travail, le droit de consentir aux soins, la liberté de consentir à la vaccination ou pas, et à une expérimentation. Les vaccins en question sont simplement sous autorisation mise sur le marché conditionnelle, voire plus d'autorisation du tout actuellement. Donc c'est l'argumentation qu'on développe. Et l'urgence, elle réside dans le fait que depuis le 15 septembre, ces professionnels sont dans l'obligation d'avoir déjà reçu une injection d'un des 4 vaccins disponibles, sous peine d'ici le 16 octobre, d'être carrément interdit d'exercer. Donc c'est une urgence qui justifie la saisine du juge quelque part en extrême urgence. D'accord. Donc on est vraiment dans la pleine actualité puisque le 15 octobre, il y aura quelque chose et donc le lendemain, le 16 aussi. Mais donc, ce que nous avons mis dans le mémoire complémentaire d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons, ça y est, c'est fait, nous avons envoyé au Conseil d'État un mémoire complémentaire avec une pièce complémentaire et d'autre part 2 arguments que nous n'avions pas mis auparavant, c'est-à-dire d'abord le problème des autorisations de mise sur le marché. En principe, la loi du 5 août 2021 exige des autorisations de mise sur le marché définitives, ce que reprend le décret d'application du 1er juin 2021. Et là-dessus, le décret du 7 août 2021 que nous contestons, que nous attaquons devant le Conseil d'État, n'ajoute rien, ne modifie rien. Donc, on serait toujours dans le cadre d'une AMM, autorisation de mise sur le marché exigée pour ces vaccins, qui est définitive. L'obligation vaccinale ne doit porter que sur des vaccins qui ont des AMM définitifs. Or, en l'espèce, dans le cas des 4 vaccins qui sont disponibles actuellement, ce ne sont que des AMM conditionnels. Donc, en cela, le décret méconnaîtrait la loi, violerait la loi. C'est l'illégalité manifeste que nous soulevons et que nous rajoutons dans le cadre de ce mémoire complémentaire qui est très important. C'est le premier point. Donc, pour résumer, au niveau des textes, maintenant que Maître Ferchiche, donc je rappelle, qui est spécialisé en droit administratif, avocat au barreau de Marseille, l'a expliqué, donc il y a une illégalité manifeste pour ces autorisations de mise sur le marché, c'est réglementé tout ça. Donc, la loi du 5 août 2021 exige des autorisations de mise sur le marché définitives. Et le décret d'application du 1er juin 2021, antérieur par rapport à l'autre texte, eh bien, dit la même chose, il faut des autorisations de mise sur le marché définitives. Or, le décret du 7 août 2021 ne modifie en rien cela. Alors, en imposant la vaccination obligatoire par des vaccins dont l'autorisation de mise sur le marché est conditionnelle, le gouvernement méconnaît la loi. Et il y a bien illégalité. Et rappelons que ces autorisations de mise sur le marché n'ont même pas été renouvelées. Alors, on peut penser, alors on va dire que je fais un discours de commentateur juridique qui prend parti. Non, je dirais simplement qu'on est quelque chose qu'on a déposé le 23 septembre.
Normalement, sur les 48 heures, on risquait d'être rejeté. On est à 3 jours. Ça me donne un petit peu l'impression que le Conseil d'État, je rappelle d'ailleurs qu'on a attaqué l'État en la personne du président de la République, M. Emmanuel Macron, du Premier ministre, M. Castex, et du ministre de la Santé et des Solidarités, M. Véran. Donc, je suis persuadé que dans les heures qui se sont passées après le dépôt de notre référé, Liberté, ça a été chef, qu'est-ce qu'on fait? Et dans ces cas-là, surtout qu'on avait un peu choisi, c'est vrai, pourquoi pas, la date de dépôt, parce qu'on tombe sur le week-end, mais ça veut dire en plein week-end, machin, il y a un référé, qu'est-ce qu'on fait? Toujours est-il que ça a bougé quand même, puisqu'un rapporteur a été nommé, et c'est une information, un scoop qu'on vous donne, puisqu'on vient de le découvrir aujourd'hui même sur le site du Conseil d'État, auquel on est, Maître Nassima Ferchiche et moi, est directement reliés. Donc ça, c'est un point extrêmement important qu'a développé et qu'a trouvé Maître Ferchiche. Et il y a un deuxième point important, et là, c'est quelque chose qu'il faut expliquer de façon assez particulière. Vous savez que tout a commencé, si on peut dire, au niveau des textes, puisqu'on est juriste, en mars 2020. Il se trouve qu'une jurisprudence, c'est-à-dire un tribunal, une juridiction, a pris parti, non pas sur le plan médical, mais sur le plan judiciaire. Et vous allez vite comprendre quand je vais vous le dire. Ce tribunal administratif a rendu une décision déjurée, c'est-à-dire juridique et non pas médicale, juridique. Nous, on ne fait pas ici un exposé médical, Maître Ferchiche et moi-même. Non, non, nous faisons du droit. Bon, or, le tribunal a rendu une décision de droit en disant que la vaccination n'était pas la seule possibilité de freiner l'épidémie et surtout, ce n'était pas la seule possibilité de faire un traitement efficace en cas d'infection. Alors, c'est extraordinaire, c'est une bombe qui éclate maintenant, mais qui était enfouie. Vous voyez, on cherche à éviter les mines antipersonnelles. Là, c'est une mine anti-vaccination obligatoire qui vient de sortir. C'est énorme. C'est énorme, pourquoi? Parce que cette décision, elle est ancienne, mais elle prend une actualité énorme maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle dit des choses sur le traitement. À l'époque, il y a quelques mois, elle date. À l'époque, on disait, bah oui, mais ça, le traitement, c'est une chose. Mais il faut se vacciner, c'est la seule, écoutez bien le mot, c'est la seule solution, la vaccination, pour éviter l'épidémie. Et puis, c'est la seule chose pour éviter que les malades soient malades et meurent et soient paralysés, enfin voilà, et tout plein de problèmes. Or, là, maintenant que de tous les côtés, il n'y a plus de débat, c'est une réalité donnée par tout le monde. Maintenant, je me répète un peu, qu'on sait que la vaccination n'empêche pas l'infection, devient très important cette décision, article 2 du tribunal administratif de Basse-Terre, aux Antilles, qui nous dit « Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, CHU, et à l'Agence régionale de santé, l'ARS de Guadeloupe, de passer, écoutez, c'est énorme, de passer commande des doses nécessaires au traitement de l'épidémie du Covid-19 par l'hydrochloroquine et l'azithromycine, comme défini par l'IHU Méditerranée Infection du professeur Raoult, et de tests de dépistage de Covid, le tout en nombre suffisant pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de l'archipel guadeloupéen et dans le cadre défini par le décret du 25 mars 2020. C'est énorme, parce que ça veut bien dire que maintenant qu'on sait que la vaccination n'empêche pas l'infection, la question qui se pose, ce n'est plus que comment on fait pour traiter, puisque vacciné ou pas vacciné, vous tombez malade. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ce qu'il faut rappeler également, c'est que l'obligation vaccinale, c'est quelque chose, c'est une prérogative de la puissance publique et que malgré tous les avis médicaux qui peuvent être donnés, le gouvernement décide, en fonction de sa politique de santé publique, en fonction des données dont il dispose, d'imposer ou pas une vaccination. Bon là, c'est quand même une thérapie génique qui reste expérimentale puisqu'elle ne bénéficie que d'AMM conditionnel lorsqu'elle bénéficie d'AMM, hein, ce n'est pas forcément le cas. Certaines n'ont pas été renouvelées, on n'a pas eu les réponses. Les questions qui ont été posées au juge à ce sujet n'ont pas reçu de réponse, tout
simplement. Et les agences concernées, l'AME, n'a, à ma connaissance, pas donné de réponse sur le renouvellement de ces AME. Mais c'est important, à la lumière de cette décision discrétionnaire, enfin, elle ne doit pas être discrétionnaire, mais elle l'est de fait du gouvernement d'imposer ou pas une vaccination, de voir qu'à côté, il y a des alternatives. C'est très important de mettre ça en évidence, justement, je trouve. Voilà, donc c'est le scoop du Si jour. je peux, je vais essayer de remettre ça un petit peu en langage simple, en langage clair. Donc, il y a une jurisprudence qui nous dit le tribunal ordonne l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour soigner. Donc ça, c'est 2020. Or, à l'époque, il n'y a pas de vaccin. Entre-temps, il y a des soi-disant vaccins qui débarquent, qui jouissent d'une autorisation temporaire de mise sur le marché, temporaire et conditionnelle. Alors, temporaire parce qu'elles ont une validité de 1 an. Conditionnelle parce que là, ça relève, je l'ai sous les yeux, du règlement européen numéro 507 de l'année 2006, qui dit à l'article 4, alinéa 2, c'est ça, c'est l'alinéa 2 de l'article 4, que, je le résume, on entend par besoins médicaux non satisfaits une affection pour laquelle il n'existe pas de méthode satisfaisante de diagnostic, de prévention ou de traitement autorisé dans la communauté. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de dire, si j'ai bien compris, c'est que lorsque nous entendons par la propagande médiatique que le vaccin est la seule solution, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui plus est prouvé juridiquement de par l'ordonnance du tribunal de Basse-Terre qui demande l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Par contre, là, j'ai une question d'ordre juridique. Il se trouve que l'hydroxychloroquine et tous les produits qui ont fait leurs preuves apparemment chez le professeur Raoult, mais pas que, dans d'autres pays du monde, dont je ne me rappelle jamais tous les noms, mais l'ivermectine, l'azithromycine et d'autres, ne jouissent pas d'une autorisation de mise sur le marché qui, elle, est définitive, dans le but de soigner la Covid. Ce serait donc des utilisations de ces produits hors autorisation de mise sur le marché. Oui, mais ça relève de la liberté de prescrire en principe des médecins. Ils peuvent très bien, je prends un exemple, en gros les nausées des femmes enceintes, il y a un produit qui marche bien, c'est de fait prouvé, puisque ça a montré son efficacité en pratique, c'est le Donormin, médicament, qui en fait est un antihistaminique, mais qui soulage vraiment ces maux de grossesse. Les médecins, les gynécologues, je ne sais pas du monde entier, mais en tout cas en France, aux États-Unis, au Canada, prescrivent ça hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché, parce que ces produits-là ne servent pas à ça, en principe. Mais le médecin, dans le cadre de sa liberté de prescrire, a le droit, la possibilité d'en disposer et de prescrire à ses patients. Ça m'a également inspiré autre chose. On entend parler aujourd'hui de 3e, voire de 4e dose. Or, les autorisations de mise sur le marché des 3 produits que sont le Pfizer, le Moderna et l'AstraZeneca ne sont que de 2 doses. Et évidemment, le Janssen, une seule, c'est l'exception. Mais nous avons également le Parlement européen qui a fait savoir par dépêche AFP de mémoire le 26 août que l'Union européenne ne prendrait pas en responsabilité n'assumerait aucune responsabilité pour ces prescriptions qui ne sont pas dans les AMM, puisque les AMM, c'est 2 doses et une pour le Janssen. J'ai envie de dire, les États qui vont injecter une 3e, voire une 4e dose, ils sont donc, à mon sens, hors AMM. Dans ce cas, puisqu'ils refusent l'hydroxychloroquine pour une question de hors AMM, ils se coupent eux-mêmes la branche sur laquelle ils sont assis. Oui, et c'est pour ça que Maître Ferchiche nous dit, mais il y a une illégalité manifeste parce qu'il y a un problème d'AMM, d'autorisation de mise sur le marché, et tu soulèves la gravité et l'extension de ce problème. Effectivement, on est en plein. On est en plein. Et cela à la lumière du fait qu'on nous disait obligation de la vaccination, seule solution pour éviter les là, et vous ne serez pas malade. Or, on sait que la vaccination n'empêche pas la maladie. Et donc, qu'est-ce qui reste pour traiter? Ce que dit l'article 2 de la décision du tribunal administratif de Basse-Terre du 27 mars 2020, qui devient tout à fait d'actualité, qui ordonne au CHU de passer commande des doses de traitement de l'épidémie par l'hydrochloroquine, l'azithromycine, comme défini par le IHU du professeur Raoult. Donc c'est énorme. Ça veut dire que comme l'argument du fait que la vaccination n'empêche pas l'épidémie, et qu'on nous dit si vous n'êtes pas vacciné, vous serez très malade, vous serez très malade, vous serez très malade, eh bien, puisque
on a le traitement pour la maladie. On sent que la vaccination, n'est pas indispensable pour éviter l'infection et n'est pas indispensable non plus pour éviter la maladie qui peut être traitée par ce que expose très précisément l'article 2 du tribunal administratif de Basse-Terre. Donc, la vaccination, non seulement elle est inutile, mais en plus, elle n'est pas la solution du traitement. Et en plus, la mettre obligatoire, ça justifie les plaintes pour crimes contre l'humanité et génocide qui se multiplient. De mémoire, il y avait maître Jean-Pierre Joseph qui l'avait fait, maître Arrojo aussi, et nous l'avions fait il y a quelques années. Et dans l'Union européenne, il y a un juge qui a attaqué son chef d'État pour un crime contre l'humanité et génocide par la vaccination obligatoire. Donc ça prend une ampleur énorme. Ça nous a obligés, maintenant que nous avons cette information et que nous avons déposé quelques heures avant un mémoire pour lequel il n'y a pas eu d'ordonnance de tri à ce jour et qui est toujours en cours, eh bien, nous avions donc la possibilité de faire ce mémoire complémentaire, de fournir ces pièces, ce que nous avons fait aujourd'hui, 26 septembre. Donc, il y a quelques minutes que nous l'avons fait, et c'est un élément extrêmement important pour aller dans le sens de ce que nous avons fait pour le référé liberté, dont je parlais l'autre fois en disant que c'est une action de commando qui vont sur les listes ennemies. Nous avons les référés suspension, comme tu l'as très bien expliqué. Nous avons le recours en annulation. Et nous sommes à deux, et vous le voyez bien, avec chacun sa spécialité, maître Nassima Ferchiche et moi-même, tous deux docteurs en droit, avec des arguments béton que je vous ai lus. En tout cas, la décision, la jurisprudence que tu évoquais de Basse-Terre, elle a aussi le mérite de mettre en lumière le traitement, l'option aussi traitement. Et c'est ça aussi, c'est la possibilité aussi de traiter les symptômes, de les traiter de manière anticipée, qui doit également faire échec à l'obligation vaccinale. Non pas la faculté de se faire vacciner, mais l'obligation vaccinale. C'est ça qui pose problème, c'est le caractère obligatoire. Parce que tout le monde est libre finalement de s'injecter tout traitement prophylactique qu'il pense être efficace ou judicieux ou intéressant pour lui, mais en son âme et conscience, en utilisant son libre arbitre, et non pas de manière contrainte et forcée. J'ai retrouvé ici la note d'alerte du Conseil scientifique du 20 août 2021 qui a été actualisée le 25 sur le site de santegouv.fr, qui nous dit à la page 3 que les personnes vaccinées infectées, donc je cite, les personnes vaccinées infectées ont des pics de charge virale du même ordre de grandeur que ceux des personnes non infectées, mais pour une durée plus courte, suggérant que les personnes vaccinées infectées pourraient être contagieuses, mais moins longtemps que les non infectées. Enfin, vaccin ne pêche pas grand-chose. Mais alors moi, du coup, j'ai envie de poser une question sous l'angle juridique. Lorsque l'on regarde la loi 2021-1040 du 5 août, il est écrit noir sur blanc que, à l'article 1er, cette phrase est vraiment clé. À mon sens, le Premier ministre peut, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie. Or, nous avons le conseil scientifique qui nous dit, grosso modo, t'es vacciné, t'es pas vacciné, t'as la même charge virale. Donc, la propagation n'est pas arrêtée, empêchée ou diminuée. Le Premier ministre peut, pour empêcher la propagation du virus, donc il a mis le pass sanitaire qui est en lien avec notamment la vaccination, mais cette vaccination finalement n'empêche pas la propagation, c'est le conseil scientifique qui le dit lui-même. De fait, pour moi, les dispositions que prend le Premier ministre devraient tomber parce qu'elles ne sont plus d'actualité. Il n'a aucun moyen de les remplir, j'ai même envie de dire. Effectivement, maître Ferchiche. Ce ne sera pas le cas puisque là, même le 15 novembre, qui est censé être la date limite pour le pass sanitaire, il est déjà question de le prolonger. Les mesures restrictives vont continuer de plus belle et c'est pour ça qu'il faut réagir et contester et pointer les inégalités. Mais là, il y a quelque chose qui est grave parce que justement, comme tu le dis, la date du 15 novembre va être prorogée. Donc, changer de date, on n'a pas encore l'information de la nouvelle date qui serait mise en place, mais le gouvernement l'a déjà annoncé qu'il ferait par le biais d'une loi une demande de prorogation de la date d'état d'urgence. Mais le Premier ministre, il l'écrit lui-même dans ses rapports à l'Assemblée nationale. Et dans la loi, c'est écrit noir sur blanc, c'est la loi 2021-689 du 31 mai, qui dit que l'état d'urgence était jusqu'au 1er ou jusqu'au 2 juin, donc 1er juin inclus. Donc c'est à partir du 2 juin, il n'y a plus d'état d'urgence. C'est-à-dire que la France, l'Hexagone, le territoire continental n'est pas en état d'urgence, sont en état d'urgence de mémoire. La Polynésie française,
la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, les Kanakys, et je crois la Guadeloupe et la Martinique. Donc pour faire simple, les territoires d'outre-mer. Mais la France, l'Hexagone, lui, n'est plus en état d'urgence. Donc s'il n'est plus en état d'urgence, nous sommes en état de droit. Si nous sommes en état de droit, les mesures de l'état d'urgence ne s'appliquent pas. On est dans un état de gestion de la fin de l'état d'urgence, un truc un peu intermédiaire, un peu bancal. Mhm. Oui, Là, c'est ça. pas de fin. De même que des personnes, et là, moi, je n'ai pas encore assez développé, mais je suis sensible à l'argument, disent, mais l'état d'urgence ou l'état de guerre, comme on a entendu dire, c'est pas adapté, là, ça n'existe pas, l'état d'urgence sanitaire. Donc, je crois que l'histoire et les commentateurs juridiques, tôt ou tard, commenteront cette situation où, manifestement, il y a illégalité de ce qui est fait. Et c'est pourquoi nous nous sommes bougés très très vite avec Maître Ferchiche et pourquoi nous avons fait toutes ces procédures comme tu l'as très bien expliqué. Parce que si nous avons plusieurs personnes qui font ces procédures avec nous, ça nous permettra d'aller dans les juridictions internationales pour attaquer. Parce que si on a plusieurs personnes, on peut amener l'un à attaquer à telle cour, l'autre à telle cour, l'autre à telle juridiction. Ce qu'on ne peut pas si on n'a qu'une personne. Mais en plus, non seulement il y a ça, mais on sent qu'il y a du flottement au niveau des décisions qui ont été prises, puisque à la suite des actions de Maître Ferchiche ou de ses amis, puisqu'avec des personnes avec qui elle travaille, eh bien, nous, pas moi, mais elle et ses amis, ont gagné dans le Bas-Rhin, dans l'Essonne, dans les Yvelines, pour faire annuler la décision du préfet qui ne voulait pas qu'on puisse aller dans les supermarchés pour aller chercher à manger. En tout cas, suspendre, mais de fait, oui, ça correspond à une annulation finalement. Oui, voilà, suspendre. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on peut aller dans les supermarchés. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on fait, même si on n'a pas l'air, ça permet de voir que du côté adverse, on recule. Par exemple, sur le plan, moi j'ai des personnes qui travaillent dans des restaurants, qui voulaient se faire vacciner. Et puis en fait, comme il y a eu beaucoup de gens qui ont manifesté, qu'il y a les avocats qui ont attaqué, ça ne se sait pas toujours, eh bien l'État, lui, le sait. Et le gouvernement a reculé puisqu'Elisabeth Borne a dit que ceux qui travaillent dans les restaurants, mais en cuisine, n'ont pas besoin du pass sanitaire. Donc, si vous voulez, tous les coups de boutoir qu'on donne, toutes les actions de commando qu'on fait, avec cette belle phrase de Churchill, que j'aime la phrase, mais pas Churchill, nous irons de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Sauf que maintenant, alors on ne va pas préjuger, peut-être qu'à la suite de la vidéo, parce que je te remercie David, parce que la vidéo circule beaucoup, et j'ai des échos de tout plein de personnes que je connais que je n'avais pas informé de ça, ça veut dire que ça bouge. Donc c'est normal que les services de l'État, de renseignement, soient au courant de ce qu'on fait. Eh bien, il est possible que demain, lundi, nous ayons une ordonnance de tri ou un moyen d'irrecevabilité. Mais en attendant, ce n'est pas dans la norme, ce n'est pas normal, parce que la norme, c'est dans les 48 heures. Donc, ça veut dire que ce qu'on a fait, des éléments, des coups de boutoir qu'on donne, des actions de commando dans les lignes ennemies qui semblent porter leurs fruits, même si ça n'aboutit pas. On a, comme on le disait l'autre fois, les recours, comme l'expliquait Maître Ferchiche, les recours en annulation, assorti d'une procédure en suspension de la décision. On est armé, apparemment, tous les coups que les avocats, les maîtres Prota, les maîtres Guyon, les maîtres Brusa, les maîtres Divisio, les maîtres Ferchiche, maître Karatek, je ne sais pas son nom. Maître Tessandre, maître Jean-Pierre Joseph. Voilà. Eh bien, tout cela, ben, ça porte. Alors, on se dit toujours, les avocats, oui, ben, on n'a pas une obligation de résultat, nous, on a l'obligation de moyens. Mais il se trouve que, comme on a des avocats qui sont extraordinaires, je ne parle pas de moi, je parle des autres, eh bien, ils travaillent jour et nuit avec beaucoup de difficultés et ça porte. Alors, vous savez, je ne sais plus qui disait, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, mais nous, on est parti au combat, la fleur au fusil, ou plutôt les larmes aux yeux, parce qu'il faut s'occuper des familles, des enfants, des déplacements, des autres clients, etc. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais rappelez-vous cette phrase de Benjamin Disraeli, le premier ministre de la reine Victoria d'Angleterre: comptez l'argent pour rien, comptez le pouvoir pour rien. Si vous avez la presse, vous avez tout. C'est pour ça que je remercie beaucoup ceux qui font circuler l'information, parce que nous avons des centaines de personnes qui sont intéressées par ce qu'on fait. Voilà. Je vais te confirmer effectivement cette dernière phrase, la presse c'est tout, parce que moi qui suis le journal officiel de la République française tous les jours, quelque chose m'avait choqué lorsque le Premier ministre avait annoncé le masque en extérieur c'est plus nécessaire à partir de telle date. Donc moi j'attendais une évolution dans le journal officiel de la République française, une publication d'un décret, d'un arrêté ou quoi que ce soit, et en fait je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout.
Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue en fait, parce que finalement, ce gouvernement, il gouverne par le bluff. Les médias ne font pas leur travail de recherche. Pourtant, ils sont censés avoir des départements, des spécialistes juridiques, des experts juridiques. Enfin bref, ils sont censés avoir ça. Ils pourraient même, pourquoi pas, prendre conseil auprès de vous, les experts qui êtes sur le terrain. Mais non, non, ils répètent bêtement la propagande gouvernementale et les gens adoptent ces croyances, puisque ce sont des croyances. Et alors, il y a un truc qui est dingue, c'est qu'il suffit de dire, bah voilà, c'est bon, plus de masque, bah plus de masque, mais on met plus de masque. Mais il n'y a jamais eu de décret d'arrêté ou quoi que ce soit qui avait été publié au Journal officiel de la République française. Donc le masque à l'extérieur, à mon avis, il n'a jamais vraiment été légiféré. Si, en fait, ce qui se passe, c'est que les mesures se font beaucoup par les médias. C'est-à-dire qu'à force de réitérer les mêmes choses, parler de telle ou telle évolution dans la situation sanitaire, et finalement, on entend, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, ça y est, c'est un fait majoritaire. Et puis finalement, c'est le cas. On a une annonce. Oui, vous savez ce que disait Gandhi? Gandhi disait l'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. Mais moi, j'ai toujours entendu cette phrase, en particulier dans les douanes, où on est habitué à voir pour de vrai ce qui se passe quand on fait des contrôles. Eh bien, ce que j'ai appris dans les douanes, c'est tôt ou tard, tout se sait. Quand on apprend maintenant, c'est extraordinaire, que la vaccination ne protège pas, donc notre mémoire complémentaire au référé liberté qu'on a déposé aujourd'hui, c'est-à-dire juridiquement on doit gagner. Et deuxièmement, Martin Blachier, qui était un médecin qui était toujours en train de parler de vaccination, etc., vient de dire le pass sanitaire, c'est une hérésie. Brouza avait découvert quelque chose que j'ai trouvé qui était au départ qui était un peu tordu en me disant oui bon bah s'il veut là-dessus. Mais en fait à chercher, à regarder, à comparer avec d'autres médicaments, je dis ouais c'est pas bête ce qu'il a fait. Il s'est rendu compte que le nom du laboratoire, le nom du produit dans les AMM et au niveau de l'Union européenne ne correspondent pas dans le décret et accessoirement dans le Vidal au passage. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement le décret il vise des laboratoires et des produits qui n'ont, de manière le plus formaliste possible, n'ont pas été autorisés par l'Agence européenne du médicament. Leur dossier en face, il est plombé de tous les côtés. Et tous les jours, on en découvre. C'est pour ça que je remercie Maître Ferchiche d'avoir permis que nous déposions ce mémoire complémentaire au référé liberté, aujourd'hui 26 septembre. Donc la décision du tribunal administratif de Basse-Terre qui dit clairement que la vaccination n'est pas la seule alternative puisqu'elle enjoint à l'acquisition de stocks d'hydroxychloroquine et d'azithromycine qui sont donc le traitement, le protocole en tout cas thérapeutique de l'IHU et du professeur Raoult. C'est ça. Et d'autre part, il y a la question qui est très, très simple, c'est qu'on sait enfin que les autorisations de mise en marché, sur le marché ne sont pas bonnes. Et oui, parce qu'elles devraient être définitives et l'obligation vaccinale ne devrait pouvoir reposer que sur des AMM définitives. Or, là, en l'occurrence, on n'a que des AMM conditionnels, voire plus d'AMM du tout. Et donc, en cela, le décret méconnaît la loi. Voilà. Alors, pour résumer, le tribunal administratif nous dit qu'il faut fournir des doses de traitement de l'hydrochloroquine, conformément à l'Institut hospitalier universitaire du professeur Raoult. Donc, ça veut dire que ça marche. Deuxièmement, on sait que la vaccination ne protège pas. Donc, il reste le traitement du professeur Raoult. Et de notre côté, les autorisations de mise sur le marché, actuellement, ne sont plus bonnes pour la vaccination. Donc, c'est pour ça qu'on demande que cette obligation de vaccination pour les soignants soit reconnue comme manifestement illégale par le Conseil d'État dès notre référé liberté déposé et complété aujourd'hui même. En tout cas, pour conclure, ce traitement ou un autre, mais les différentes possibilités thérapeutiques que plusieurs médecins évoquent, il y a plusieurs molécules, et pour la vaccination, un vaccin peut-être un jour, mais là, c'est une thérapie hygiénique expérimentale, comme le montrent les AMM, existantes, conditionnelles, voire inexistantes. Bien, et ben, Maître Ferchiche, merci beaucoup d'être venu ce soir nous expliquer tout ça. Maître Fortable Abattu, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Et je vous dis à très bientôt.